va faire une très belle table ronde et je suis vraiment très content que vous soyez là toutes les deux. On va faire simple, on va vous laisser vous présenter. Mélanie. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir invités aujourd'hui. Donc moi je suis directrice marketing chez Triba depuis 2 ans. Je ne vais pas faire le parcours et la bio, on s'est posé la question avant. Mon truc c'est le client, c'est le mettre au centre des actions, c'est de trouver les bonnes équipes avec les bonnes compétences pour créer une alchimie. Voilà. Très bien. Bon, Triba, on rappelle qui est Triba ? Oui. Triba, leader français depuis plus de 40 ans de la rénovation de menuiserie extérieure, fenêtres, volets et portes d'entrée, partout en France. Voilà, c'est une entreprise alsacienne, il y a 300 points de vente en France. Et qui a été créé par Monsieur Triba. Créé par Monsieur Triba, lui-même. Vraiment, Monsieur Triba. Il existe vraiment, c'est son nom d'ailleurs. Et maître menuisier d'origine, c'est notre ADN, on a une industrie, on est fiers de l'être et on connaît très bien notre métier. Voilà. Vanessa. Et Vanessa Kleiber, donc moi je suis directrice marketing et communication chez Bestheim, qui n'est pas un monsieur ni un village d'ailleurs, c'est en fait une marque, une société basée près de Colmar, dans le village de Bennevire, et donc nous sommes producteurs de vin et créments d'Alsace, donc c'est une PME alsacienne, on compte à peu près 80 employés, et on réalise un chiffre d'affaires d'environ 50 millions d'euros pour situer à peu près notre taille, et donc je suis dans l'entreprise depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Je balance un truc, hein, désolé. Et parce qu'en fait, quand on a préparé on a préparé les interviews, vous imaginez les tables rondes, et en fait, non, c'est de la totale improvisation, bien entendu. Et quand, en fait, on a parlé de Bestheim, Damien qui ne connaissait pas, je pense, Bestheim, m'a écrit Bestheim en anglais, en fait. Bestheim, voilà. C'est un très bon jeu de mots. Voilà. Et je pense qu'il y a un truc à faire. Mais notre newsletter s'appelle Best Time News. Eh ben voilà, tu vois, j'étais pas loin. Bon. Voilà, c'est juste non, je balance. Et je suis sûr qu'avec le vin Best Time, on passe un bon moment, justement. Voilà. Ouais, très bien, bravo. Métier. Donc tout à l'heure, on a fait l'exercice, et pour le SEO et pour la com, on a dit c'est quoi la définition pour vous, enfin, pour chacun des intervenants. Pour vous, c'est quoi la définition du marketing ? Mélanie ou Vanessa, peu importe. Ok, du coup, je me lance. Pour moi, la définition du marketing aujourd'hui, c'est mettre le client au centre de nos actions, savoir le connaître, qui il est, mettre en place des objectifs, résoudre les irritants de son parcours et animer aussi en interne la connaissance client. Voilà. Mais j'ai aussi réfléchi à une réponse intelligente que je pourrais te donner. Moi, c'est vrai que avant de travailler chez Bestheim, je travaillais pour une grosse multinationale où le marketing était un peu le cœur de métier. Et c'est vrai qu'en arrivant chez Bestheim, je me suis retrouvée dans une PME où le marketing était encore, pour beaucoup de mes collègues, vu comme le support du commercial. Donc c'est pour ça que ça m'a fait beaucoup sourire l'intervention de Frédéric avant, parce que par moment, on pouvait remplacer communication par marketing et ça fonctionnait aussi. Et je pense qu'il y a une vision vraiment très limitée d'associer le marketing à de la pub, en fait. Et c'est vrai que notre fonds de commerce, c'est évidemment de mettre en valeur, de donner envie aux consommateurs de tester, d'acheter nos produits, nos services. Mais je pense que le rôle du marketing, c'est plus que ça. En tout cas, il y a aussi une possibilité pour le marketing de jouer un rôle beaucoup plus stratégique dans l'entreprise, de réfléchir à accompagner en fait la création de la stratégie globale de l'entreprise et de réfléchir à des nouvelles opportunités, des business inexploités qui pourraient également être source de revenus pour l'entreprise. Et c'est vraiment ce à quoi j'ai essayé de m'atteler en arrivant chez Bestheim pour justement aider mes collègues à ne pas taper à mon bureau pour me demander de créer une jolie petite étiquette ou une jolie petite communication. Parce que je ne suis pas graphiste, on travaille avec des superbes agences pour faire tout ça. Par contre, je peux essayer d'aider à réfléchir, à trouver des nouvelles pistes qu'on aurait inexploitées pour toucher les consommateurs, des nouveaux types de consommateurs sur des nouveaux circuits de distribution. Et on a beaucoup plus de valeur à apporter, puisque fondamentalement pour moi, le marketing, c'est la création de valeur, et pas juste des jolies petites choses. Moi, ce que je note quand même, vous l'avez dit, c'est que, alors c'est peut-être une lapalissade ce que je veux dire, mais vous partez du principe justement que voilà, c'est le client qui doit être véritablement au centre. Vous l'avez dit toutes les deux. Ça se traduit comment ?
Ça, c'est souvent une théorie dans beaucoup d'entreprises. C'est pour ça que je pose la question, c'est que très souvent on le dit. Tout le monde on le dit, on l'écrit sur un PowerPoint et puis c'est fait. Voilà, où on met une chaise vide en disant voilà, c'est penser que quelqu'un on a fait venir Margot aujourd'hui, mais concrètement. Concrètement, mettre le client au centre de tout, c'est déjà bien le connaître. C'est bien le connaître, cibler, choisir, parce qu'il n'y a pas un client, il y a autant de clients que de cibles. C'est aligner la stratégie de l'entreprise et ce potentiel de clients, et c'est le comprendre. Et après, c'est comment c'est traduire des actions, l'animer et voir comment on peut continuer à l'attirer ou à le fidéliser. Alors concrètement, ça peut être un levier comme un guide, une carte postale, c'est sur Internet, c'est répondre à son besoin, à ses questions, et c'est traiter chaque point qui est important pour lui. Vous disiez les irritants ou les points qui le tracassent. C'est ça, c'est travailler les irritants en priorité. C'est souvent un travail de fond et qu'il faut faire tous les jours, où il faut impliquer les gens. L'objectif, on en parlait avant, du financier, c'est de faire un tableau de finances, mais s'il n'a pas de clients, s'il n'a pas de trésorerie, il n'atteindra pas ses objectifs. Et c'est comment lui montrer l'impact que ça a pour lui, pour chacun d'eux. Le commercial, ça va être son chiffre d'affaires avant d'être le client. Et le client, c'est le dénominateur commun de tous. Et il faut trouver quel est le levier dans chaque métier. Vanessa ? Oui, mais en fait, je pense que le client, il y a pas non plus... Pour un peu démystifier aussi ce côté, le marketing. Le marketing, c'est la voix du client au sein de l'entreprise. On se l'est dit aussi avec Mélanie, dans le sens où on a aussi ce rôle justement de toujours ramener en fait tous les développements, tous les objectifs que l'entreprise va articuler et tester en fait si vraiment ils vont dans cet objectif de répondre à un besoin véritable du client. Donc c'est un peu notre rôle de garder toujours ce curseur et d'être sûr que chaque effort qui va être développé dans l'entreprise, quel que soit le service, soit toujours avec cet objectif fort en tête. C'est un peu comme un trait d'union. Souvent, ce que je dis à mes équipes, c'est prenez la casquette du client, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il entend, et prenez la casquette de l'entreprise et vérifiez que ça soit bien cohérent. Et c'est là qu'on commence à faire quelque chose d'intéressant. Et souvent, alors, nous, on a un réseau de concessions, et prenez la casquette de la concession et qu'est-ce que ça va représenter pour lui. Et c'est l'alignement des planètes, tout simplement. Quand on a préparé, on a été obligé de parler d'un sujet qui est en fait le Covid, parce qu'on parle du client qui est au centre de vos stratégies, mais on s'est rendu compte également en discutant avec vous que ça va un petit peu modifier les choses également, le Covid, par rapport à la perception qu'ils peuvent avoir de vos marques et peut-être la relation également que les clients ont avec vos marques. Est-ce que vous pouvez peut-être nous faire un petit retour aussi sur ce que ça a pu changer et peut-être les actions que vous avez pu mettre en place ? C'est clair que le Covid a fait bouger beaucoup de lignes. Je pense que ça a assez tendu la relation en fait, entre les marques ou les entreprises avec leurs clients. On s'est rendu compte que les comportements ont quand même évolué de certaines manières. Mélanie, c'est toi qui l'avais dit aussi, il y a moins de fréquentation dans les boutiques. Ça, c'est concrètement, on se rend compte que, notamment, moi je parle du vin. Le vin, c'était encore un produit qu'on achetait peu sur Internet avant 2020. Ça s'est énormément développé. Et ça, c'est resté suite à la crise. Alors, le client est revenu en magasin, mais néanmoins, il a plus de facilité à passer plus facilement du net à la boutique physique. Mais au-delà de ces mouvements, on s'est rendu compte aussi que sa propre exigence à lui, elle s'est aussi renforcée. On se rend compte que les clients sont de plus en plus exigeants, voire emmerdants en fait avec, on va dire le mot, Margot, si tu nous écoutes. Margot, désolée, mais c'est vrai que moi je le vois chez nous, en fait, on a même des personnes qui travaillent en boutique, qui étaient au contact des clients au quotidien, et certains ont voulu changer de fonction, c'est pour vous dire. Donc c'est dans l'idée que on a affaire à des clients qui sont, il y a certains référentiels qui ont changé. Je parle par exemple d'Amazon. Le vin, ça reste un produit qui est compliqué à vendre, à transporter, parce que c'est fragile, parce que c'est lourd. Et on a des clients qui, si au bout de 2 jours, après avoir passé la commande, ils n'ont toujours pas reçu leur commande à la maison, ils vont nous appeler, ils vont râler ou à la boutique, qui ne vont pas comprendre parce que
il y aura un service qu'ils attendaient, qu'ils n'ont pas, etc. Donc on sent que voilà, on a beaucoup dit au client qu'il était roi et qu'on était là pour lui. Et j'ai trouvé qu'il y avait en tout cas ce côté un peu tendu qu'on peut avoir dans les relations avec les clients qui s'est vraiment renforcé pendant cette période. Chez Triba. Chez Triba, il y a une personne qui est là dans la salle et qui l'a bien vécu, c'est qu'on a dû se former à traiter les appels difficiles, parce qu'avant, c'était plus un épiphénomène, maintenant c'est tout le temps. Il y a des clients qui sont plus exigeants, on a des profils aussi de clients, et certains, c'est un service zéro couture, ils ne tolèrent plus des incidents qui avant passaient mieux. Donc il a fallu se former à bien répondre aux clients, à être là, à être professionnel toujours. Ça, c'est très important, et à proposer des solutions. Nous aussi, l'enjeu, c'est que on fait que des produits sur mesure. C'est pas parce qu'on est une industrie qu'on peut faire un produit sur mesure en 24 heures. Et du coup, il y a des raccourcis qui sont faits par rapport au référentiel Amazon, par rapport à Airbnb, et aussi un petit peu comme pour la médecine. Et je ne me permettrai pas de faire du tout de parallèle, mais c'est tout le monde est devenu docteur en tout. On est docteur en Google, on est docteur en n'importe quelle expertise, et puis en menuiserie c'est pareil, et à un moment donné c'est à nous, la marque, d'expliquer que notre métier, notre expertise, comme le communicant, et chaque marque aujourd'hui elle se doit un peu une transparence. Ces secrets de cuisine, il faut qu'elle les partage, et qu'elle les partage avec pédagogie et intelligemment, parce que il y a des gens qui arrivent et qui savent mieux que nous la menuiserie, alors qu'on sait que c'est un métier de précision et d'expertise aussi. Est-ce que ce que vous pointez du doigt, qui est l'attitude que vous pointez du doigt insupportable du client nouvelle génération, on va dire, post-Covid tout au moins, est-ce que c'est quelque chose qui est lié à une sorte de crise de confiance du client vis-à-vis de l'entreprise ? Quand j'ai crise de confiance, c'est par exemple typiquement le client qui se dit « Moi j'ai lu des trucs sur Internet, donc je suis allé sur menuiserie.com, j'ai lu des trucs, donc quelque part je vais vous apprendre la vie parce que je sais pas, l'idée pourrait être de dire vous essayez de m'arnaquer, pas de m'arnaquer au sens... Mais voilà, vous essayez de me vendre un truc, mais j'aimerais en savoir plus. » Ce qui, des fois, peut être une bonne chose, parce qu'il y a eu des fois des déviances. Et quelque part, on tire le fil, ça devient ça. Donc ça peut être ce référentiel, parce que ce que j'entends, c'est la logique de référentiel. Le référentiel de l'information. Avant, finalement, je n'étais pas au courant et je devais croire les gens qui me disaient. Maintenant, je peux me rendre compte, mais si on tire le fil, on arrive là-dessus. Ou, par exemple, le référentiel de la vente et de l'immédiateté. On m'a tellement expliqué que maintenant, Internet, tout ça, c'était super, on pouvait aller hyper vite. Finalement, je suis habitué à des référentiels qu'on m'a donnés, par exemple Amazon, et je ne comprends pas qu'il y a des problèmes logistiques, par exemple. Est-ce que c'est ça qu'on voit poindre derrière cette logique d'agacement ou d'énervement et de mauvaises habitudes, de mauvais comportements du client? Une question un peu longue. Oui, moi je pense qu'on entend tout ça, et bien sûr quand je disais tout à l'heure que le client devient chiant, en fait c'est pas une excuse, c'est en passant. Ouais. Je pense que le marketing a un rôle à jouer dans cette affaire, dans le sens où on doit faire des choix. On doit aussi être moteur dans l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, on a tellement d'outils à disposition. On pourrait communiquer de tellement de manières, utiliser tellement de médias, que le piège serait de vouloir combler tous les espaces et être présent partout et parler tout le temps, prendre souvent la parole. Et je pense que notre rôle aussi en tant que marketeur dans l'entreprise, c'est d'aider en fait justement à poser les objectifs et à prendre des décisions, à faire des choix, et assumer aussi quelquefois de ne pas s'améliorer dans certaines... On ne sera jamais Amazon en fait chez nous, parce qu'on prendra toujours une bonne semaine pour livrer notre vin, mais parce que c'est comme ça qu'on s'assurera qu'il est livré de la bonne manière. Vous pouvez en faire un levier pour expliquer que c'est comme ça. Je ne dis pas qu'on va convaincre le consommateur du jour au lendemain qu'il a tort et qu'il devrait se laisser guider par l'entreprise, par la marque. Mais en tout cas, il y a clairement aussi un peu de recul à prendre par rapport à tout ça, et se dire que c'est vraiment un moment aujourd'hui, je pense, de faire des choix courageux dans les entreprises, et à choisir des chevals de bataille et à pas tous les prendre. Et je pense beaucoup à justement cette Amazon, mais il y en a d'autres, il y a d'autres illustrations où en fait, que ce soit aussi dans le choix des médias sur lesquels on prend la parole, que ce soit les types d'outils qu'on développe, sur les réseaux sociaux qu'on choisit, sur lesquels on a envie de communiquer. En fait, je pense qu'aujourd'hui, un marketeur, il a tellement d'options, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement d'espace
disponible, mais on ne peut pas être partout et on s'épuiserait à vouloir le faire. Et donc je pense que être stratégique, se poser les bons objectifs et mettre en place des plans d'action et les suivre et mesurer les retours, c'est devenu vraiment nécessaire et vraiment essentiel en fait, dans notre fonction. C'est surtout ne rien faire par habitude. Et choisir, c'est renoncer. On en a aussi beaucoup échangé à ça. Et c'est avoir une posture, c'est aussi une verticalité, faire des choix. Et pas toujours les mêmes. Et chaque message ou chaque action, elle doit avoir du sens. Là, moi, j'ai fait une tournée avec tout mon réseau. J'ai fait 18 réunions où j'ai passé 1 heure à leur expliquer le client aujourd'hui, qui il était, la cible, ils le connaissent parfaitement, mais je l'ai formalisé. Et c'est prendre le temps aussi d'échanger avec les gens qui sont en contact avec le réseau tout le temps. Donc ça, c'est peut-être des choses aussi qu'on ne parle pas forcément dans notre métier, mais c'est cette pédagogie et l'animer concrètement. J'ai fait des petits groupes justement pour échanger, qui posent leurs questions. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question du tout, mais c'est vraiment prendre le temps de se poser autour du client. Et si on ne le fait pas, c'est la première action. Quand on dit mettre le client au centre de tout, c'est déjà prendre le temps d'échanger autour du client avec toutes les parties prenantes de l'entreprise. Et après, c'est de montrer, de faire des choix, de les assumer et dire pourquoi on les fait. L'entreprise n'est pas une démocratie, on en a parlé un petit peu avant, c'est un lieu de décision et d'atteinte d'objectifs. Et nous, notre job, c'est d'aligner la politique marketing avec la stratégie de l'entreprise, tout simplement. Je suis en train d'imaginer tous les gens qui vont arriver demain au bureau. C'est comme ça que ça se passe, et puis ils vont être reçus. Je vais parler de pédagogie. Juste pour rebondir sur ce que vous dites toutes les deux, quitte à refuser ou abandonner certains clients ? Tout à fait, Okay. c'est ça. Et un client, c'est savoir le recevoir. Donc, c'est lui donner l'envie de revenir un jour où le projet sera mûr ou en adéquation avec ce que l'entreprise propose. Ça ne veut pas dire maltraiter un client, entre guillemets. C'est d'être très aligné avec soi-même, tout simplement. Et lui donner les clés de compréhension, et aussi, du coup, aux commerciaux. C'est clé d'être, en termes de stratégie marketing, d'être parfaitement cohérent avec le discours d'un commercial, de tous les gens qui sont en contact avec les clients. Moi, c'est pour ça aussi que je voulais que vous soyez sur la scène de l'IRFD, parce que je vous ai vu arriver toutes les deux dans les structures de chez Triba et Best Time, mais en fait, j'ai trouvé ça justement, vous arriviez avec cette notion de vision du client, et en fait, on ramène le client, comme vous le disiez tout à l'heure, dans l'entreprise. Il est au centre de l'entreprise, et ça, je trouve ça passionnant en fait, et c'est un vrai discours que plein d'entreprises devraient écouter. Mais j'avais une question sur la notion, et également ce que vous avez apporté dans ces deux marques, c'est la notion d'authenticité. En fait, c'est vraiment, autant chez Triba que chez Best Time, l'authenticité, elle est arrivée avec vous, je pense. En tout cas, ça a été renforcé et c'est un axe que vous avez choisi. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer à tout le monde l'axe que vous avez choisi chez Best Time, par exemple? Oui, chez Best Time, en fait, c'est vrai que moi, j'ai un parcours plus marque, en fait. Marketing, dans le sens développement de marque, c'est ce que j'ai appris avant d'arriver chez Best Time. Et ça a démarré avant mon arrivée, mais du moins j'ai poursuivi dans cette direction. Best Time était une marque, peut-être beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas ou la connaissent depuis peu, parce que c'est une marque qui pendant longtemps a été relativement, on va dire, muette et qui n'avait plus pris la parole ou qui ne prenait pas la parole parce que son histoire n'avait pas été particulièrement posée. Donc un des premiers jobs que j'ai eu, ça a été de se redéfinir qui on était et qu'est-ce qu'on voulait dire. Et en fait, on a été chercher dans les entrailles un petit peu, on va dire, de la marque, et on a ressuscité une histoire qui avait été mise en lumière des décennies auparavant, mais qui avait été un petit peu remise de côté. C'était l'histoire des chasseurs de lune, puisqu'en fait, c'est le surnom qu'on donnait à l'époque aux fondateurs de la cave, aux habitants du village de Benvir, qui avaient construit en fait la cave coopérative du village. Et chasseurs de lune, il y a plein de significations, mais du moins, c'est assez poétique. Dans l'idée d'aller chercher l'impossible, d'avoir un idéal et d'essayer d'aller l'obtenir. Et donc on a fait ça, on a essayé de ressusciter cette histoire et de lui donner vie en créant des contenus. Donc on a voulu mettre en lumière en fait l'histoire de la coopérative, assumer en fait qu'on était une cave coopérative et pas un petit vigneron. Mais de montrer que derrière une grosse cave, c'est aussi des histoires humaines, qu'il y a des familles qui travaillent, qui se transmettent aussi une entreprise de génération en génération. Donc on a essayé de leur donner la parole, de les mettre en scène. On a travaillé de la vidéo,
des photos, du podcast, plein de choses qui ont permis en fait de redonner la parole en fait aux chasseurs de lune. Et qui ont permis de nourrir et de reconnecter en fait la marque avec ses consommateurs, trouver de nouveaux consommateurs par la même occasion, nouveaux circuits, et puis de fédérer aussi en interne, parce que finalement c'est une histoire qui parlait également aux employés et qui leur permettait de s'approprier aussi le projet et de le transmettre autour d'eux, parce que ce sont les premiers ambassadeurs en fait de la marque. Donc ça a été un vrai travail d'ADN de marque en fait qu'on a fait chez Best Time. Et chez Triba? Même démarche, Merci. avec un volet un petit peu différent, parce que nous, Triba, c'est une personne qui est toujours dans l'entreprise, qui est un visionnaire, et du coup, j'ai passé du temps avec lui, à lui poser des questions, comprendre son histoire, la vision qu'il avait de la menuiserie, qui est assez extraordinaire, parce qu'il y a 40 ans, il était déjà... dans l'environnement avant l'heure, en disant voilà, il y a un matériau qui est génial, qui est le PVC, et je vais faire des fenêtres qui durent, parce que on va pas les changer tous les 5 ans. Mais il faut qu'elles durent, il faut qu'elle apporte de l'isolation thermique, phonique aux personnes et à mes clients. Et puis c'était son objectif. Et c'est ce il a continué. Il y a eu l'aluminium après qui est arrivé. Il a intégré d'autres matières. Chaque matière a ses propriétés, et c'est surtout l'écouter. Quelle est sa vision de l'entreprise, où elle est, et le traduire à l'extérieur. Ce qui est assez intime, surtout dans une entreprise familiale, d'expliquer finalement à l'extérieur qui on est. Et il faut de le faire avec les mots justes. Quand on parle d'authenticité, on s'est dit ce que c'est pas mielleux, c'est pas du tout ça, c'est juste dire qui on est de manière très transparente. Et alors moi, l'autre chose que j'ai fait, parce que je suis sur un métier assez particulier, c'est comprendre le parcours d'achat de rénovation. Donc là, ça a été très, très amusant de comprendre, parmi vous, il y en a peut-être, vous achetez une nouvelle maison, un appartement, par quoi vous commencez, comment vous achetez, les questions que vous vous posez, et de mettre, d'aligner tout ça. Voilà, mais aussi écouter. Donc moi, j'ai de la chance, il est là tous les jours. Donc quand j'ai une question, peut-être que vous connaissez le sumo, je vais le voir, le sumo, racontez-moi l'histoire, et c'est assez génial de comprendre une entreprise, comment elle a évolué. Voilà. Mais d'ailleurs, ça s'est vu également dans le dernier spot vidéo, enfin publicitaire, pardon, où c'était l'ouverture finalement sur l'usine, et c'était vraiment tourné dans l'usine à Gundershofen. Dans l'usine Triba. Alors, tout simplement, on a écouté les gens. Est-ce que vous connaissez Triba ou pas? Et il y a 2 choses très fortes qui étaient ressorties. La première, c'est qu'un Français sur 2 ne savait pas que c'était fabriqué en France. Alors là, on était un petit peu embêtés, parce qu'on avait oublié de le dire en parlant que de promotion. Et alors que ça fait 40 ans qu'on fabrique en France, pas très loin d'ici. Ça c'est un peu piqué en interne. J'avoue que ça n'a pas fait plaisir. Et puis après, une des valeurs de la marque, c'est la proximité, 300 espaces conseils. Et c'était une idée de Monsieur Triba au début, c'est qu'il voulait qu'il y ait un Triba à 50 km de chacune des personnes. Parce que une menuiserie, des fois, ça s'entretient, il y a des réglages à faire, et puis c'est être proche du client pour apporter un service jusqu'au bout et tout au long de la vie du produit. Et on a voulu remettre ça au centre de la publicité. Et ça a été beaucoup de questions en interne. Et on dit, mais non, mais nous, on veut quelque chose qui flash, qui claque. Et ça n'a pas été le cas. On a dit, on a 2 forces. C'est vous, la proximité, et puis c'est la fabrication. Alors, on va tout simplement le dire. Voilà. Et c'est des choix qui font débat encore aujourd'hui. Justement, toutes les deux, quelque part, vos entreprises sont des entreprises familiales. Quelque part, il y a une histoire dans tous les cas de figure derrière. Quelles sont les difficultés, on va dire, pour arriver à expliquer ce que c'est que le marketing à des gens qui finalement se disent oui, mais voilà, Monsieur Triba, j'imagine, connaît très bien son métier. Et voilà. De votre côté, il n'y a pas de Monsieur ou Madame Bessam, mais on connaît, il y a une histoire. J'imagine que des fois, on doit dire oui, enfin, vous êtes gentil, mais bon, voilà, il y a une histoire, il y a une authenticité, et quelque part, peut-être même ça peut être des freins de temps en temps. Moi, je pense que ce qui a... Un peu de micro. En fait, on est une entreprise, on appartient, ce sont les coopérateurs viticulteurs qui sont les propriétaires de l'entreprise. Donc on a 400 familles en fait à contenter, ce qui n'est pas forcément évident. Et le marketing n'est pas forcément quelque chose qu'ils connaissent. En tout cas, ils avaient une compréhension assez complète. Je pense qu'en leur prouvant certaines choses, ça a pris un peu de temps, mais montrant que
faites-nous confiance, faites-moi confiance, faites confiance à mon service, on va tenter ça, et puis on va vous montrer que ça marche, que ça nous permet de séduire de nouveaux consommateurs, de valoriser bien mieux nos produits, parce que nous, c'est vraiment le nerf de la guerre, la valorisation. Notre rôle, en fait, en tant que cave coopérative, c'est de faire en sorte que les coopérateurs vivent bien de leur travail, qui est de cultiver la vigne. Et comment on fait ça? En fait, on prend leurs raisins, on les vinifie, on les met en bouteille et ensuite on les commercialise. Et l'idée, c'est que ce soit un prix qui leur permette ensuite d'être justement rémunérés pour leur travail. Et de gagner suffisamment d'argent également pour préparer l'avenir, continuer toujours d'investir dans l'outil. Donc tout ça, ça implique que voilà, il faut se battre au quotidien parce que c'est un univers hyper concurrentiel et qu'il faut constamment trouver de nouveaux débouchés. Donc par exemple, j'avais cet exemple de la vente à distance, parce que c'est vrai que c'est un canal de distribution qu'on a totalement réactivé, qui n'existait plus ou plus beaucoup, en tout cas chez Best Time. On s'est rendu compte en analysant un petit peu, on avait refondé notre site internet, on a une page, on a une boutique en ligne qui permet de faire des achats en ligne. Et en analysant un petit peu le profil des consommateurs sur cette boutique, on s'est rendu compte que en fait, c'est pas forcément les jeunes qui achètent du vin en ligne. C'est même pas du tout ça. En fait, c'était rare de trouver quelqu'un qui avait moins de 60 ans en fait parmi les clients de la boutique en ligne, qui tourne très bien d'ailleurs. Mais c'était un vrai, ça nous a fait d'abord un peu rire, mais ça nous a quand même vraiment surpris finalement de se dire que c'est pas les jeunes finalement qui achètent du vin en ligne, c'est plutôt les seniors, c'est plutôt des retraités qui ont un pouvoir d'achat et du temps. Et donc on s'est fait accompagner par l'agence Maëvache, c'est qui sont dans la salle aujourd'hui, pour réactiver en fait ce canal qui semble un peu désuet parce que ça fait un peu old school de parler de vente à distance, mais finalement c'est s'adresser aux consommateurs cibles de la bonne manière, puisque les seniors adorent recevoir, adorent en tout cas, acceptent de recevoir des courriers postaux avec une lettre, avec une offre alléchante qui correspond à leur envie. Et ça nous a permis en fait de redynamiser complètement en fait les ventes en ligne. Et aujourd'hui, la partie vente à distance, donc j'inclus la boutique en ligne, mais aussi toutes ces opérations de papier. Et ça nous a permis d'arriver à peu près au chiffre d'affaires que font nos boutiques physiques. Donc c'est pas rien. Ça nous a permis de quadrupler notre base de données clients, ce qui n'est pas rien non plus. Et ça en 2 ans. Donc ça montre le potentiel. Et c'était un business totalement inexistant, on va dire, il y a encore 4-5 ans chez Best Time. Donc voilà, typiquement, en leur prouvant que les tactiques marketing peuvent avoir un vrai bénéfice pour l'entreprise. Sans dénaturer, au contraire, parce que c'était que de la valorisation. Les contenus sont justement donnent envie et mettent la marque en valeur et racontent l'histoire. On a 2 micros pour 4, ça va être sympa. Moi, il parle même plus. Il nous reste quelques minutes. Voilà, merci de changer les piles. On va juste peut-être aborder... désolé, on va devoir le faire rapidement, mais le marketing de demain, pour vous, qu'est-ce que c'est ? Le marketing de demain, c'est faire une approche, arrêter, je dirais, pas de gaspillage, et puis avoir une approche de choix, alterner les différents médias, mais ne pas tous les faire. Vraiment ne pas utiliser tous les moyens et utiliser la donnée et la connaissance client pour être fin dans l'approche, le plus fin possible, je dirais. Je pense que le marketing de demain, c'est le marketing qui s'attaquera aux grandes problématiques de l'entreprise de demain. Moi, je vois aujourd'hui, ça s'intensifie de plus en plus, mais avec ce qu'on va vivre dans les prochains temps, faire de la marge, ça va être de plus en plus compliqué parce qu'elle va se réduire comme peau de chagrin à mesure que nos frais de fonctionnement vont augmenter. On le voit déjà aujourd'hui. Donc, réussir à valoriser nos produits, ça va être un vrai enjeu. Et je pense qu'en termes de marketing, ça va inévitablement impliquer qu'on va devoir faire des choix encore plus radicaux, être encore plus disruptif dans la manière dont on va gérer notre budget. Parce que clairement, il va sans doute, en tout cas pas augmenter. Et donc faire des choix. Et on s'oriente aussi vers un marketing, mine de rien, plus éthique, puisque c'est aussi ce qu'attendent les consommateurs, qu'on prenne la parole. On a parlé d'authenticité, il va falloir préciser ça, mais
même malgré toutes les difficultés, les entreprises essayent de plus en plus, ou en tout cas vont s'efforcer d'avoir un impact positif. De quelle manière chaque entreprise de le définir. Mais ça va certainement définir les prises de parole et la manière dont on va s'adresser en direction des consommateurs dans les prochains temps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a récupéré un micro. Pardon, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je me calme. Pardon. Je ne vois pas s'il y a des questions. Oui, il y a des questions. Alors par contre, il faut un micro. Ah bah oui, mais maintenant c'est là. Super. Je repasse le micro. Oui, bonjour. Teddy Wilhelm, Société Aviron. Merci pour ces témoignages très intéressants. Vous avez toutes les deux parlé de mettre vraiment le client au centre des réflexions, du fait que le marketing devait être moteur dans l'entreprise. Moi, j'aurais aimé savoir, est-ce que pour vous, c'est de la responsabilité du marketing aussi de peut-être casser un petit peu les silos qui peuvent exister dans l'entreprise pour impliquer tous les services finalement dans la création de nouveaux produits, nouveaux services, s'assurer que ces produits et ces services aient vraiment du sens? Oui et non. Mais oui, clairement, je pense que on a souvent ce rôle, en tout cas vous parlez de développement produit, on peut être un peu le chef de projet dans ces moments-là, puisqu'on ne peut pas le faire seul. Le marketing va peut-être avoir à un moment donné une perspective client, une idée, une tendance de marché qu'on va vouloir essayer de développer, mais va inévitablement devoir s'appuyer sur l'ensemble des services pour le mettre en œuvre. De mon côté, ça va être avec le maître de chai, avec la production, avec les achats, avec la finance, bien sûr. Donc, on est un peu le chef d'orchestre un peu de tout ça. Et c'est clairement notre rôle, oui, de créer du lien et de la communication. Mais j'oublie pas ce qu'a dit Frédéric avant. C'est-à-dire que si on demande son avis à tout le monde, on l'obtient aussi. Donc, il faut aussi savoir garder une certaine distance par rapport à tout ça et être toujours quand même le pilote de l'objectif. Je pose souvent la question à mes collègues quand ils viennent me voir, en tout cas à mon bureau, pour développer ceci, cela pour tel marché, pour tel client. C'est quoi l'objectif? Pourquoi on le fait? Est-ce que c'est vraiment, dans toutes les priorités qu'on s'est fixées en début d'année, ça tombe où en fait? Parce qu'au final, il ne faudrait pas non plus qu'on devienne un petit rat dans sa petite rat de la boue. Dans sa petite roue, et qu'on s'agite dans tous les sens. C'est souvent le risque, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Le marketing, ça peut englober tellement de champs d'action. Garder quand même toujours la mesure de l'objectif et en quoi ça aide à faire avancer la stratégie d'entreprise. Et donc c'est pour ça que je dirais oui, bien sûr, on a ce rôle-là de créer du lien, mais on doit aussi garder la tête froide et challenger un peu aussi ses collègues par rapport à toutes les sollicitations qu'on pourrait avoir, à toutes les super idées que tout le monde peut avoir au sein de l'entreprise sur des créations de produits ou autres. Je dirais qu'on a un rôle d'écoute, un peu par itération, par étape. On doit écouter les gens, les remontées qu'on a des différents services et le retraduire avec la connaissance du client, un rôle d'animateur. Et après, on ne doit pas être moteur dans tous les projets. Il y a ceux auxquels on contribue, il y a ceux qu'on pilote en fonction de notre expertise et de notre compétence surtout, parce qu'on n'est pas compétent dans tout. Et c'est ça qui est important. Donc, si c'est un projet de développement de nouveaux produits, ça doit être piloté par le développement produit. Et nous, on va le nourrir avec notre compétence, avec ce qu'on peut. Mais en tout cas, sur casser les silos, certainement, parce qu'il y a une chose qu'on a tous en commun, c'est le client, c'est lui qui fait vivre l'entreprise. Il ne faut jamais l'oublier. Et ça, on a ce rôle peut-être d'animation et de ne pas le faire oublier, parce que aujourd'hui, les entreprises, elles sont un petit peu plus complexes aussi qu'il y a quelques années. Et faut, comme disait Vanessa, faut rester. C'est quoi l'objectif initial? Et nous, il y a une question qu'on adore poser, que les gens n'aiment pas trop, c'est pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi? Mais le jour où on ne pose plus cette question, c'est pas bon signe. Une question rapide, Philippe, d'Impact Positif. Par rapport à l'écoute et au changement d'exigence en fait, de tous les clients, est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression de devoir en faire plus au niveau de la communication? C'est-à-dire par exemple sur les questions de délai d'envoi des bouteilles par exemple de vin,
est-ce que c'est plus de communication du coup pour prévenir effectivement en amont en fait les questions de frustration ou de contraintes effectivement d'exigence des clients qui peuvent venir après? Est-ce qu'il y a plus de travail aujourd'hui par rapport à des clients plus exigeants? Il y a clairement un travail de service après-vente en fait, qu'on a d'ailleurs dû particulièrement développer chez nous, puisque toute cette partie vente à distance s'est créée ces dernières années. Donc on n'était au départ pas du tout organisé pour l'absorber, cette charge de travail supplémentaire. Donc il a fallu s'organiser aussi bien en interne, se créer un mini centre logistique en fait, de gestion des commandes, et puis surtout avoir des collègues au service commercial qui sont vraiment des anges sur Terre, puisqu'elles prennent le téléphone avec toujours la voix très agréable, et puis elles répondent toujours avec le sourire à toutes ces questions qui sont insistantes. On a un travail à faire. En fait, moi, je pense que plutôt que de se justifier sur notre incapacité typiquement à expédier une bouteille, un carton de vin en 2 jours, à essayer de montrer tous les à côté, en fait, à faire rentrer le consommateur dans notre univers, dans l'univers de notre marque, au moment où il reçoit son colis. On a développé pas mal d'outils pour agrémenter, on va dire, son expérience, pour que quand il ouvre le colis, il n'ait pas juste l'impression de recevoir un carton avec 6 bouteilles, mais qu'à l'intérieur, il y ait peut-être un message avec la photo du préparateur de commande, qui est une petite carte postale avec un QR code qui renvoie vers une recette qui agrémentera la dégustation du vin, et des petites choses comme ça qu'on va essayer de lui apporter, et puis ensuite le rentrer dans une boucle de fidélisation, lui offrir ensuite, lui faire parvenir une offre particulière en fonction des produits qu'il aura achetés la première fois. Donc c'est plutôt lui montrer qu'on prend soin de lui et qu'on a pas mal de choses à lui dire et à lui montrer, plutôt que nécessairement lui rappeler nos conditions générales de vente, qui sont ce qu'elles sont. C'est plus le sens du détail, il faut qu'on fasse mieux. L'exigence nous oblige à être meilleurs. Moi, je suis beaucoup trop longue, je suis pas assez courte. Merci à toutes les deux. On peut les applaudir.